Vous êtes data scientist et vous galérez à déployer vos projets entre différents environnements. Aujourd'hui, je vous montre comment Docker peut devenir votre meilleur allié pour les déploiements fiables, reproductibles et propres. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant d'utiliser Docker, ce qu'on faisait il y a de cela 30 ans ou 40 ans, c'était d'utiliser les machines virtuelles, qui consistaient tout simplement à émuler dans un gros serveur plusieurs petits serveurs. Et tous ces petits serveurs étaient virtualisés, c'est-à-dire pour justement avoir plus de flexibilité. Ce qui se passe, c'est que une machine, en fait, est en réalité difficile à provisionner. Une machine, c'est dans de gros racks de serveurs. On a besoin de les connecter, de les intégrer. Bref, il y a toute une partie physique qu'on doit mettre en place pour l'alimentation et le branchement. Et tout ça est bien évidemment compliqué. Et en faisant ça, en réalité, on s'éloigne finalement du côté flexible et évolutif qu'on rencontre souvent dans le cadre de l'informatique. C'est là où est intervenue justement l'idée de la virtualisation, c'est-à-dire que on va avoir dans de grands racks de serveurs où les serveurs, ils ont des dizaines de processeurs ou des centaines de gigas de mémoire vive. On va fragmenter, subdiviser virtuellement ces serveurs-là en plusieurs sous-serveurs appelés des serveurs virtuels ou machines virtuelles. L'intérêt de ça, c'est que justement, on va se baser sur les ressources du serveur physique, du gros serveur, mais on va pouvoir découper des serveurs à la taille que l'on souhaite à l'intérieur de celui-ci. C'est ce qu'on appelle généralement un hyperviseur. Vous en avez souvent entendu parler de VMware, qui va gérer notamment tout ce découpage un peu technique. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on peut simplement lui dire, j'ai envie d'avoir un serveur avec 8 processeurs, 32 Go de mémoire, tant d'espace disque et telle image système. Et en quelques minutes, justement, j'ai mon serveur avec mes spécifications qui sont dessus. Ça me permet justement d'isoler chacun des serveurs. Et ça, historiquement, ça se faisait donc très bien. Mais ce qui se faisait également à l'époque dans le cloud, mais n'existait pas encore dans les entreprises. Les entreprises, elles, achetaient donc de gros racks de serveurs. Elles faisaient ça manuellement. Ça leur permettait, elles-mêmes, de pouvoir utiliser un parc de machines virtuelles qui se base en réalité sur des serveurs virtuels. Donc l'intérêt de ça, c'est évidemment la flexibilité. Du coup, on peut redimensionner, on peut supprimer, rajouter. Pas besoin d'intervenir donc physiquement. L'autre intérêt aussi de ça, c'est la rapidité de lancement. En quelques minutes, vous avez un nouveau serveur. Donc imaginez demain, il faut déployer une nouvelle application, un nouveau service en interne. On peut le faire en quelques minutes. Pas besoin d'aller brancher un serveur comme on pouvait le faire il y a longtemps. Justement, cette rapidité de lancement qui était rapide il y a cela quelques années, aujourd'hui est devenue un peu moins le cas. Quand on parle de rapidité de lancement, ça peut être quelques minutes, sauf que dans un environnement cloud, où tout est devenu justement scalable et surtout très réactif, le fait d'avoir quelques minutes peut paraître justement beaucoup. Imaginez justement que vous avez un site web qui est assez visité et que d'un coup, vous avez un pic de connexion d'utilisateurs. Cela veut dire que pendant 3 minutes, le temps que votre machine se mette en route s'initialise, potentiellement votre système, il devient un peu inaccessible puisque le moment où il y a le pic et le moment où les ressources sont disponibles, il faut attendre quelques minutes. Quand on a des entreprises comme Airbnb ou Deezer qui servent justement des millions de musiques à la seconde, on ne peut pas se permettre d'attendre justement ces quelques minutes. On n'a pas ce luxe-là. Cette rapidité de lancement devient donc très relative. Une machine virtuelle, malgré la représentation un peu formelle qui a été présentée, ce n'est pas une ressource justement atomique. C'est-à-dire c'est pas comme un fichier, c'est-à-dire une machine virtuelle où il faut configurer un espace pour le disque, il faut configurer des interfaces réseau, une image système, une image ISO. C'est quand même assez lourd et on ne peut pas justement prendre une machine virtuelle et la déployer facilement. Ce qu'il faut, une image système. Cette image système-là, justement, il faut la construire. Elle est un peu lourde. Il faut qu'elle s'initialise. Ce n'est pas une ressource qui peut être vue comme une ressource atomique. C'est là où, justement, Docker est venu pallier à tout ça. Docker, en fait, se pose dans une couche encore plus lointaine. Au lieu de prendre un gros serveur physique, on va faire tourner des VM dedans. On se place directement déjà dans la VM, qui est potentiellement assez conséquente. Et dans cette VM, on va faire tourner des conteneurs. Donc, c'est comme si on va virtualiser à nouveau quelque chose qui est déjà virtualisé. L'intérêt de ça, c'est que les besoins des machines virtuelles, c'était surtout les besoins pour des choses justement applicatives. On a besoin de déployer des applications, des services
En fait, on se rend compte que très souvent, ce sont des images Linux, des images similaires, mais à chaque fois, il faut installer des paquets différents parce que l'application, c'est du Java, du Python, et en fait, à chaque fois, c'est le même process. Il faut installer les dépendances, exécuter l'application. Si jamais on a déjà une machine VM, déjà toute prête, on pouvait juste tout simplement exécuter l'application dessus. Si on pouvait répliquer ce même fonctionnement, non pas à l'échelle du système, mais à l'échelle de l'application, ça irait beaucoup plus vite parce que l'application va s'exécuter sur un système qui est déjà en place. Alors que l'ancien système de zéro, une VM, il y a besoin d'un peu plus de choses. Et donc, c'est ça l'intérêt des conteneurs, c'est qu'on va profiter du fait qu'on n'isole pas un système, mais une application. Et du coup, on se base sur un système qui tourne déjà, ce qui fait que lancer un processus ou une application sur un système se fait en quelques secondes. Et au final, le plus long, c'est de récupérer justement, de télécharger l'image, l'application, une fois qu'elle est là, ça s'exécute donc très rapidement. Du coup, on va passer de quelques minutes finalement, en quelques secondes, en termes de démarrage. Et donc ça change tout. En fait, avec le conteneur, on va pouvoir lancer beaucoup d'applications et scaler très rapidement. Et le gros avantage, c'est qu'on conserve le côté environnement isolé qu'on avait avec les VM. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir quand même isoler les applications sur un même système. C'est-à-dire, je peux avoir une application Java et une application Python. Donc, en résumé, c'est que la virtualisation, c'est plus l'hyperviseur qui le fait ici, mais c'est Docker via sa plateforme qui va virtualiser en guillemets. On appelle ça conteneuriser les systèmes. Ces conteneurs qui vont s'exécuter, peut en avoir plusieurs en parallèle en fonction des besoins, par exemple sur des clusters Kubernetes, sur un seul nœud, un seul VM. Je peux avoir donc une quinzaine, une trentaine, tant que j'ai de la ressource disponible sur mon serveur. Je peux mettre autant de conteneurs que je le souhaite. Forcément, il y a un moment où je vais être capé en termes de ressources, mais là, je peux redimensionner justement des ressources qui sont allouées à chacun des conteneurs. Et pour exécuter un conteneur, j'ai besoin d'avoir une image. Une image contient en réalité un système packagé avec des applications que je souhaite exécuter, installer dessus. Par exemple, si je veux lancer une application Python, je vais avoir une image Python, une image Linux où j'ai installé Python. En général, il y a déjà des images Python, et donc c'est plus pratique. Je fais tout simplement un pip install là-dedans, j'installe mon application et du coup à la fin, j'ai mon image avec du Python et mon application qui est déjà dessus. Et en fait, cette image, on peut la voir comme une ressource atomique. Cette image est stockée quelque part, soit en local, soit dans un registre de conteneurs. Et par exemple, quand je vais avoir mon Docker qui s'exécute quelque part, je vais pouvoir dire à cette image que je viens de créer avec telle application, tu vas l'exécuter. Donc, en fait, on va pouvoir télécharger cette image et l'exécuter sous forme de conteneur. Ce qui veut dire que demain, si je crée une image, je peux l'exécuter n'importe où, ce qui est plus facile que si j'avais une machine virtuelle. Là, je ne peux pas en faire ce que je veux. Si j'ai une image de machine virtuelle, il faut déjà que j'ai le bon système, que je configure un serveur virtuel et qu'ensuite j'installe l'image ISO dessus. Là, avec Docker, tant que j'ai Docker quelque part, je peux récupérer n'importe quelle image. Je peux exécuter donc directement. Donc, l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai ces images, je peux exécuter n'importe où pour peu que j'ai Docker d'installer. Alors, pour construire ces images-là, on utilise en réalité les Dockerfiles. Un Dockerfile, c'est une représentation assez facile pour créer des images système. C'est simplement un fichier test où l'on écrit toutes les commandes pour configurer justement notre image. Le fonctionnement est assez simple. On a une image de base sur laquelle justement on part. Par exemple, est-ce que c'est du Python? Donc, il y a une image qui est très connue qui s'appelle Python Alpine. C'est une image Linux légère où il n'y a quasiment rien dessus, par exemple. Ensuite, deuxième étape, j'écris mes commandes dedans. Par exemple, installer, créer un dossier, configurer, créer un fichier. Une fois que j'ai ce Dockerfile, donc en 3, je fais un build. Le build va me donner une image, c'est-à-dire un système packagé. Mais attention, l'image, ce n'est pas le conteneur, ce qui représente mon application. Pour pouvoir exécuter ensuite cette application, je vais exécuter un conteneur et c'est ce conteneur-là qui va se baser sur l'image que j'ai construite. Le process, c'est j'ai mon Dockerfile, je build, je construis une image et avec cette image, j'exécute un conteneur. L'image, c'est le fichier système qui contient mon système packagé, mais pour l'exécuter, il faut le mettre avec un conteneur. Il y a une relation donc 1-1 avec une image et une application.
Donc, exécuter une image Docker, c'est tout simplement Docker Run. Et avec Docker Run, en fait, justement, si je fais Docker Run-P, je relie donc le port de ma machine 5000 au port 5000 du conteneur. Parce que le conteneur n'est pas lié à mon interface réseau par défaut. Si je veux accéder au port 5000 de mon conteneur, je dois d'abord relier l'interface réseau du conteneur à l'interface réseau de ma machine. Donc, en fait, je lui dis, le port 5000 de ma machine va rediriger vers le port 5000 de mon conteneur. Ce qui fait que je peux tout à fait avoir un port du conteneur qui est différent du port de ma machine. Donc, je peux faire du 5000 vers du 8000 ou 80 vers du 5000 ou encore du 443 vers du 5000 si je suis en HTTPS par exemple. Ce qui permet de pouvoir rediriger des flux de communication entre mon conteneur et mon système. Et une fois que j'ai fait ça, je vais exécuter mon application, mon conteneur va être en stand-by, il exécute mon application Python.